Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près au procédé de fabrication du vaccin Pfizer contre la Covid-19. On va se baser sur un rapport d'expertise très détaillé qui a vraiment décortiqué les documents officiels pour explorer une question, une question fondamentale sur le produit que des milliards de personnes ont reçu. Alors, mettons tout de suite les pieds dans le plat. La question qui est au cœur de toute cette analyse, c'est celle-ci. Est-ce que le vaccin qui a été administré à la population générale était en tout point identique à celui qui a été testé pendant les toutes premières phases de l'essai clinique ? C'est le fil rouge qu'on va suivre ensemble. Et pour nous guider, notre boussole, c'est ce document, le rapport de Christine Cottan, une biostatisticienne, intitulé « Évaluation des pratiques méthodologiques ». Il faut bien comprendre que ce n'est pas une opinion, mais une analyse fouillée des données que Pfizer a lui-même soumises aux autorités de santé. Voici le programme de notre exploration. D'abord, on va se demander s'il y a eu un seul vaccin ou deux procédés de fabrication. Ensuite, on regardera les différences techniques entre l'essai et la commercialisation. Puis, un point crucial, l'évaluation de la qualité et les fameuses objections majeures. On comparera ensuite les effets indésirables, on s'arrêtera sur le cas spécifique des enfants et pour finir, on parlera de cette fameuse étude comparative qui a été annulée. Allez, on commence par le commencement. Cette idée assez surprenante qu'il n'y aurait pas eu un seul et même produit, mais bien deux procédés de fabrication distincts. L'affirmation centrale du rapport de Christine Cottan, elle est là. Un changement de méthode de production a eu lieu entre le moment de l'essai clinique et celui de la production de masse. Concrètement, ça voudrait dire que le vaccin utilisé pour les toutes premières études de sécurité et d'efficacité n'a pas été fabriqué exactement de la même manière que les milliards de doses qui ont ensuite été distribuées dans le monde entier. Bon, maintenant qu'on a posé ça, voyons un peu plus en détail en quoi consistaient ces deux procédés. Qu'est-ce qui a vraiment changé d'un point de vue technique ? Alors voilà la différence. Le procédé 1, celui de l'essai clinique, utilisait la technique PCR. Pour simplifier, c'est une sorte de photocopieuse moléculaire extrêmement précise qui permet de dupliquer l'ADN avec une très grande fidélité, de l'ordre de 95%. C'est une technique de laboratoire très propre. Pour le procédé 2, celui de la commercialisation, on a changé d'échelle. On est passé à une méthode industrielle où l'on a utilisé des bactéries, Escherichia coli, pour cultiver en masse l'ADN. C'est un peu comme passer d'un travail d'artisan à une production en usine. Et là, ce qui est vraiment marquant, c'est que ce n'est pas juste une interprétation. Plusieurs agences réglementaires de premier plan l'ont écrit noir sur blanc. L'agence australienne, la TGA, parle d'un procédé classique pour l'essai et d'un procédé haut de gamme pour la version commerciale. L'agence japonaise, la PMDA, va encore plus loin. Elle confirme que la substance active issue du procédé 1, celui des études cliniques, diffère bien de celle du procédé 2, celui de la commercialisation. Les mots sont importants. Forcément, un tel changement de production, ça a été scruté à la loupe par les régulateurs. Alors, qu'est-ce que l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, en a pensé ? Eh bien, dans son rapport d'évaluation initiale, l'EMA n'a pas mâché ses mots. Elle a identifié des problèmes liés aux bonnes pratiques de fabrication. Et comme on le voit surligné ici, ces problèmes ont été classés dans la catégorie « objection majeure ». Dans le jargon réglementaire, une objection majeure, ce n'est pas un détail, c'est un point de blocage. C'est un signal d'alarme qui dit « attention, il y a un problème critique à résoudre avant d'aller plus loin ». Et l'un de ces problèmes majeurs, c'était ça, une diminution de l'intégrité de l'ARN dans les premiers lots produits avec le nouveau procédé commercial. Pour un vaccin à ARRM, l'intégrité de l'ARN, c'est tout. C'est la garantie que le message génétique est complet et non dégradé. Si l'intégrité diminue, c'est un peu comme si une partie du message était déchirée, ce qui pose évidemment des questions sur la qualité et l'homogénéité du produit final. Et tout ça nous amène à la conclusion, là encore très directe de l'agence européenne citée par le rapport, on ne peut donc pas conclure que les procédés permettent d'obtenir des espèces identiques. C'est une phrase lourde de sens. Ça veut dire que l'EMA elle-même n'a pas pu garantir à ce stade que le produit final issu des deux méthodes de fabrication était bel et bien le même. Alors, si les produits ne sont pas garantis comme étant identiques, la question suivante est inévitable. Est-ce que leur profil de sécurité, lui, est identique ? D'après l'analyse faite dans le rapport, qui se base sur les propres données de l'essai Pfizer, la différence est pour le moins notable. Il faut savoir qu'un petit groupe de 252 participants à l'essai a bien reçu le vaccin issu du procédé 2, le procédé commercial. Et en comparant leurs déclarations à celles des autres, le rapport estime que le taux d'effets indésirables rapporté a presque doublé. On passerait de 32% à 61,5%. Et cette augmentation, elle concernerait surtout ce qu'on appelle les réactions systémiques, c'est-à-dire qui affectent tout le corps. On parle d'une hausse des déclarations pour des symptômes comme les frissons, une grosse fatigue, la fièvre ou encore des douleurs musculaires et articulaires. Bref, le genre de symptômes qui peuvent vraiment mettre à plat.
Mais le rapport ne s'arrête pas à l'essai clinique. Il se penche aussi sur les données de pharmacovigilance, c'est-à-dire les remontées d'effets indésirables une fois le produit sur le marché. Et là, il est fait état d'une très longue liste d'événements graves rapportés, dont certains très sérieux sont listés ici, des myocardites, des péricardites, des événements thromboemboliques, des AVC et même des troubles auto-immunes. Le changement de procédé de fabrication ne serait pas la seule modification apportée au produit. Une autre est intervenue, cette fois spécifiquement pour la vaccination des enfants. Oui, en octobre 2021, une nouvelle composition a été introduite pour la tranche d'âge des 5-11 ans. La formule pour adultes utilisait un tampon au phosphate salin. Pour les enfants, on est passé à une formule avec du tris et du sucrose, de nouveaux excipients servant de stabilisants, notamment pour améliorer la conservation du produit. Donc on a un troisième produit, en quelque sorte. Et là, le point qui est vraiment crucial et qui est souligné par les documents réglementaires, c'est que cette nouvelle formule pédiatrique n'a pas fait l'objet d'un nouvel essai clinique sur les enfants. Son approbation s'est basée sur ce qu'on appelle des études de comparabilité. Les régulateurs ont conclu à des différences mineures qui ne devraient pas avoir d'impact sur l'efficacité et l'innocuité, jugeant que des tests supplémentaires sur des humains n'étaient pas nécessaires. Et on arrive à la dernière partie de notre analyse, et peut-être la plus déroutante, l'histoire de cette étude qui devait justement comparer de manière rigoureuse les deux procédés de fabrication et qui n'a jamais eu lieu. Regardons cette chronologie, c'est assez parlant. En octobre 2020, Pfizer ajoute noir sur blanc à son protocole d'essai l'objectif de comparer la sécurité et l'efficacité des produits issus des deux procédés. C'était donc bien prévu, et c'était la chose logique à faire. Mais près de 2 ans plus tard, en septembre 2022, un amendement au protocole, le numéro 20, vient tout simplement annuler cet objectif. C'est rayé du programme. Et pourquoi cette annulation ? Quelle a été la justification officielle de Pfizer ? La voici, telle que rapportée dans les documents. Compte tenu du nombre de doses désormais administrées dans le monde entier, la comparaison initialement prévue des processus de fabrication n'est plus justifiée. En d'autres termes, on en a déjà distribué tellement, à quoi bon comparer maintenant ? Tout ceci amène donc à la conclusion finale du rapport de Christine Coton, à savoir que la population générale a reçu un produit commercial fabriqué via le procédé 2 sans qu'aucune donnée spécifique comparant son efficacité et sa tolérance à celle du produit de l'essai initial n'ait été fournie au moment de son autorisation. Et tout ce qu'on vient de voir nous laisse avec une question fondamentale, qui dépasse de loin le seul cas de ce vaccin. En pleine urgence sanitaire mondiale, quand chaque jour compte, comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre entre le besoin impératif d'aller vite et l'exigence tout aussi impérative de certitude scientifique et de rigueur réglementaire ? C'est une question complexe, sans réponse facile, mais qui mérite qu'on y réfléchisse tous. Merci beaucoup de nous avoir suivis.